Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on l'attendait, on l'a, la finale entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner au Master 1000 de Rome. Franchement, je suis hypé. Je sais pas vous, mais moi je suis hypé, c'est un énorme kiff. Alors on va se faire la preview de cette finale maintenant. Bouge pas, ça commence tout de suite. Comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je vous remercie parce que l'engouement en ce moment est énorme autour de la chaîne. On fait des super chiffres, donc ça fait plaisir. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, eh ben, abonnez-vous. Mettez votre meilleur pouce sur cette vidéo et on peut commencer. C'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire. On va parler de l'avant-match et on va essayer aussi de rentrer un petit peu plus en détail techniquement, tactiquement dans ce qui peut se passer dans cette finale. D'abord, ce que je veux dire, c'est que cette finale, on l'attend. Et on l'attend depuis un grand moment. Parce que les deux joueurs se sont affrontés seulement 2 fois en finale. Une fois au Mag, remporté par Sinner, et l'année passée à Pékin. Franchement, c'est trop peu. C'est trop peu parce que c'est déjà leur 11e affrontement. 6-4 pour Carlos Alcaraz. On n'a pas un match banger qu'on arrive à retenir comme ça, où on se dit là, entre les deux, il s'est passé un truc. Ça, j'en ai pas en tête. J'en ai pas en tête. Alors, ok, il y a eu demi-finale à Roland-Garros l'année passée, mais Sinner diminué, Carlos Alcaraz un petit peu aussi. Les deux ne jouent pas bien en même temps. Déception. Ok, on a la finale à l'ATP 500 de Pékin, ATP 500 à l'autre bout du monde, décalage horaire, tout le monde n'était pas devant sa télé. On a eu un tie-break exceptionnel pour clôturer ce match de la part de Carlos Alcaraz, mais je sais pas, c'est trop peu. On a eu l'affrontement à l'US Open, on a eu l'affrontement à Wimbledon, mais tout ça, pas dans des moments charnières du tournoi. Là, on a finale de Master 1000 et ça me hype très clairement. On voit que eux, ils sont sur des dynamiques, 2 pour Sinner, 2 pour Alcaraz, 2 pour Sinner, 3 pour Alcaraz. Alcaraz qui a remporté tous les affrontements en 2024 face à Jannik Sinner. Ça, c'est le premier point que je lui donne. Et peut-être, pas un des seuls, mais voilà, c'est le point principal pour Carlos Alcaraz, surfer sur cette dynamique, être capable de garder l'ascendant psychologique sur Jannik Sinner. On va évidemment parler de tennis pour voir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun. Et moi, je voudrais commencer tout simplement par les points sous pression, parce que Jannik Sinner est très bon à ce niveau-là, premier, et ici Carlos Alcaraz et 8 points, ça reste très bien aussi. Il faut noter que là, ça y est, on a Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en haut, et on a le reste en bas. On a ces deux joueurs qui sont tout en haut de la pyramide, tout en haut du classement. Et le retour de Jannik Sinner à la compétition ne peut faire que du bien à Carlos Alcaraz et au tennis en général. Il va rehausser les exigences de l'Espagnol. Et je pense sincèrement que Carlos Alcaraz va faire son meilleur match du tournoi face à Jannik Sinner. Parce que pour l'instant, on reste un petit peu sur notre faim avec Carlos Alcaraz, qui a énormément de trous d'air, qui gère pas forcément très bien tous les moments importants, mais qui s'en sort. Parce qu'il est meilleur, parce que c'est un meilleur joueur de tennis, tout simplement, parce qu'il frappe mieux la balle, il fait des meilleurs choix, il a un meilleur impact, des meilleures zones, des meilleures trajectoires. Tout ça, techniquement, c'est une certitude. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je voudrais souligner, c'est cette stat-là. Les tie-breaks remportés, mince. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, on va les retrouver. Voilà, les points sous pression, c'est cette stat que je voudrais souligner. 80% des tie-breaks remportés par Jannik Sinner, seulement 59% par Carlos Alcaraz. Alors, si on regarde à l'intérieur de leur match, évidemment, je crois que Carlos Alcaraz a remporté plus de tie-breaks que Jannik Sinner dans leurs propres affrontements. Mais moi, je parle en règle générale, et je trouve que quand même Jannik Sinner c'est une lame, il a une gestion vraiment de ces moments qui est exceptionnelle. On sent que Carlos Alcaraz, notamment hier, face à Musetti, tie-break, il mène 5-2, il a 2 services à suivre et il perd ses 2 points. Il arrive à se retrouver dans une situation pourquoi pas compliquée. Alors derrière, il arrive à s'en sortir et il gagne 7-4. Mais clairement, on sent qu'ici, il a remporté ses 2 tie-breaks dans le tournoi. Donc ça ne représente pas forcément ce que je dis. Jannik Sinner, lui aussi, a remporté son seul tie-break du tournoi. Mais je sens que ça, c'est un moment important parce que dans ce genre de match très serré, où les deux joueurs ont un niveau très proche, on va souvent au tie-break. Et je pense qu'il y aura un tie-break dans ce match, remporté par Jannik Sinner. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette stat qui est très importante, très intéressante. Il ne faut pas la prendre uniquement sur leurs affrontements à eux, mais sur une globalité de matchs sur les 52 dernières semaines, comme nous le montre si bien ce site. Ça, pour moi, c'est une stat déterminante. Deuxième stat importante, les services.
Yannick Sinner, on le sait aujourd'hui, est un des meilleurs serveurs du circuit. 91% de jeux remportés sur sa mise en jeu. Carlos Alcaraz, seulement 84%. Il est 18e des meilleurs serveurs. On le sait, il a changé sa façon de servir en début d'année. Ce que je note aussi, c'est que depuis le début du tournoi, il a concédé 31 balles de break. Tandis que Yannick Sinner, lui, en a concédé seulement 21 dans ses matchs. C'est conséquent. 33% de différence, un tiers environ de plus. Ça prouve que Carlos Alcaraz a beaucoup de trous d'air. Il a des moments où il est capable de passer à côté durant un jeu, 2 jeux, parfois 3 jeux. Alors, il faut noter quand même qu'il est capable de repartir, de remettre la marche en avant. Ça, oui, il faut le souligner, mais il y a des moments quand même compliqués dans ces matchs. Et est-ce que face à un Yannick Sinner, se permettre d'avoir autant de trous d'air, bah c'est pas... catégorique, est-ce que c'est pas terminé, j'ai pas le mot, mais est-ce que on peut se permettre, face à un joueur aussi fort que Yannick Sinner, d'avoir des trous d'air comme par exemple face à Laslo Djere? Carlos Alcaraz était en difficulté dans cette première manche. Est-ce qu'on peut se permettre, comme face à Karen Khachanov, de s'embarquer dans un 3e set de tous les dangers où il n'arrive pas forcément à faire la course en tête? Est-ce qu'on peut se permettre d'être mené dans chaque set comme face à chaque Draper? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir 2 fois un break de retard comme dans la 2e manche face à Musetti? Vous voyez que dans tous ces matchs, certes il gagne, il n'y a pas de souci, il a une marge, on l'a dit, il est meilleur, c'est un meilleur joueur de tennis tout simplement, mais à chaque fois avec des scénarios compliqués. Et face à un joueur de la trempe de Yannick Sinner, bah moi je pense que c'est très compliqué de s'en sortir à la fin. Alors on est sur un match en 2-7 gagnants. Est-ce que Yannick Sinner va arriver à 100% physiquement? C'est une question qu'on doit se poser, on est en droit de se le poser. Mais si les deux joueurs sont à 100%, pour moi, il ne peut pas se permettre d'avoir ces trous d'air, que ce soit technique ou parfois il est capable de faire des très grosses fautes directes. Il est capable aussi, à un moment, certes, c'est des fautes provoquées, mais moi, à ce niveau-là, j'appelle plutôt ça des fautes directes de la part de Carlos Alcaraz, où il n'est pas capable de tenir l'échange suffisamment longtemps. Voilà, ce n'est que mon avis. J'ai trouvé que plusieurs fois dans ce tournoi, il avait du mal à absorber la balle. Il avait vraiment des écarts, parfois des fautes grossières, que ce soit en défense, que ce soit en contre. En attaque, ça va. C'est pas là où il y a le plus de déchets. Mais quand il y a les rallyes qui s'installent en fond de cours, notamment avec des grosses trajectoires de terre battue, alors c'est pas forcément le jeu d'Yannick Sinner, on va y revenir après, mais j'ai trouvé qu'il avait parfois du mal à absorber la balle, notamment côté revers. Et côté coup droit, on le sait, il est capable d'avoir des trajectoires exceptionnelles, mais aussi, parfois, de s'enflammer un petit peu et d'avoir des écarts. Donc, c'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est pas rédhibitoire? C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Face à un Yannick Sinner, on va le voir demain. Une autre chose que je voulais voir avec vous, non, c'était pas là, c'était ici, dans les stats de leur dernier affrontement l'année passée à Roland-Garros, tournoi du Grand Chelem sur terre battue. Je trouvais que c'était assez représentatif, même si Sinner était blessé, notamment Yannick Sinner était blessé. Regardez, Carlos Alcaraz a remporté ce match en 5-7, mais il a pourtant gagné moins de points que Yannick Sinner. Il a gagné moins de points et il a surtout gagné moins de points dans les filières dites moyennes ou longues. Et ça, j'ai trouvé que c'était important parce qu'on avait un Yannick Sinner quand même qui était diminué, qui tentait beaucoup le coup gagnant, qui tentait clairement la filière courte. Mais même quand la filière longue s'installait, quand les échanges s'installaient, on voyait un Carlos Alcaraz, voilà, pas impuissant, mais il n'arrivait pas forcément à faire une énorme différence. Et je trouve qu'un an après, Yannick Sinner est encore plus fort. Je trouve que Yannick Sinner, derrière sa ligne de fond de cours, arrive à absorber tout type de balle. Alors on va voir celle d'Alcaraz qui est très spéciale quand même, qui est beaucoup plus puissante que tous les joueurs qu'il a pu remporter jusque-là. Mais je trouve que voilà, Yannick Sinner, derrière sa ligne de fond de cours, aujourd'hui, c'est très dur de le déborder. Il est devenu très fort aussi dans le petit jeu, au niveau de la main, dans les courses vers l'avant. Donc, est-ce que les amortis de Carlos Alcaraz vont réussir à créer une grosse différence? C'est une interrogation que je me pose. Ça m'intéresse énormément. Si on parle du jeu, maintenant, techniquement, Yannick Sinner, oui, c'est un joueur qui n'a pas forcément les trajectoires de terre battue, mais je trouve que de plus en plus, il arrive à bien se déplacer sur cette surface, notamment dans les glissades, notamment dans les appuis. Il est capable de faire des très bonnes transitions arrière-avant, chose que fait extrêmement bien Carlos Alcaraz, notamment avec ses prises de balle tôt en revers, avec son revers très compact. Et ça, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Est-ce qu'il va être capable, Carlos Alcaraz, avec ses nombreux changements techniques de revers, de tenir la diagonale de Yannick Sinner? On l'a vu hier, Yannick Sinner était très perturbé par la filière que lui a imposée Tommy Paul, à savoir les prises de balle tôt,
à savoir le fait de frapper fort en revers, directement sur le revers de Jannik Sinner. Est-ce que Jannik Sinner va accepter de garder cette filière si il se fait prendre du temps, ou est-ce qu'il va très vite aller sur le long ligne et ouvrir la diagonale du coup droit, le coup fort de Carlos Alcaraz? Je pense qu'aujourd'hui, Carlos Alcaraz, surtout sur terre battue, a un meilleur coup droit que Jannik Sinner. Je pense que Jannik Sinner, lui, a un meilleur revers que Carlos Alcaraz. Donc chacun va devoir imposer sa filière, chacun va devoir imposer ses trajectoires. Carlos Alcaraz est beaucoup plus dans les variations, dans les balles liftées, lourdes. Lui, Jannik Sinner est plus dans la balle qui va vite, la balle rapide. Il est capable de prendre du temps aussi. Les deux joueurs sont capables de prendre tôt, sont capables de prendre tard. Et je pense qu'on va avoir une bataille pour coller la ligne de fond de cours. Je pense que personne ne va vouloir céder du terrain. Et c'est pour ça que les amortis vont être très durs à caler pour Carlos Alcaraz dans cette partie. Puisque plus le jeu va vite, moins il va pouvoir dicter, moins il va pouvoir tourner autour de son coup droit et fixer Jannik Sinner. Donc ça, c'est pour moi une chose hyper importante. Je pense qu'il va y avoir une bataille de fond de cours hyper importante, une espèce de partie de ping-pong qui va s'installer. Et je pense qu'à ce jeu-là, Jannik Sinner est meilleur. Carlos Alcaraz, lui, a tout intérêt à varier les trajectoires pour imposer un jeu de variation. On l'a vu aussi, Jannik Sinner, hier, dérangé par les nombreux slices de Tommy Paul. C'est quelque chose qui est important. Est-ce que c'est déterminant? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il va falloir en tout cas essayer de la part de Carlos Alcaraz. En tout cas, le jeu va se lancer à partir du service retour. Le pourcentage de première va être hyper important et le premier coup après le service va être déterminant. Est-ce que chacun va être capable de prendre un avantage ou est-ce que au niveau du retour, on va vouloir plonger, comme on l'a vu dans les palettes que j'ai pu vous montrer dans les précédentes vidéos? Est-ce qu'on va se mettre loin derrière sa ligne? Est-ce qu'on va venir enlever du temps? Moi, je pense que chacun va vouloir venir enlever du temps pour très vite dicter l'échange. Et c'est le premier qui va réussir à enlever du temps à l'autre qui va remporter cette partie. Mon prono de ce match, c'est 7-6, 7-6 pour Jannik Sinner. 2 tie-breaks remportés. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en début de cette vidéo. Je pense qu'il va y avoir un bon match. Les deux joueurs vont relativement bien joué en même temps, mais ça va pas être non plus le match de l'année. Et je pense que dans la gestion des moments importants, notamment avec l'appui du public, Jannik Sinner va mieux gérer cette partie et va remporter les 2 tie-breaks pour finalement s'imposer 2 manches à 0. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce sur cette vidéo, ça m'aide énormément, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donne-moi ton prono en commentaire et je demande bien à ce que tu me donnes ton prono et pas ton choix de cœur. Moi, vraiment, j'adore les deux joueurs. Là, je vous ai donné mon prono en essayant d'être le plus objectif possible, en tout cas, ce que j'imagine. Donc, j'attends vraiment votre prono. Nous, on se retrouve dès demain pour le débrief de cette finale. Et en attendant, je vous souhaite un très bon samedi. À demain.